Alors qu'elle se battait contre une tumeur, le bureau de l'Assemblée nationale se battait-il pour la mettre hors jeu? En tout cas, depuis la session de mars dernier à l'Assemblée nationale, elle ne siège plus. Pour cause, elle a été invalidée, une décision qu'elle récuse. Madame, Messieurs, bienvenue dans votre émission Dites-nous la vérité. Et nous avons le plaisir de recevoir ce soir Marie-Ange Mouchobekwa. Bonjour et bienvenue. Bonsoir Élisée, merci. Alors, je vous ai présenté comme Marie-Ange Mouchobekwa, mais vous êtes ministre honoraire des droits humains. De droits humains, vous êtes membre du FCC, membre de la cellule de crise du FCC. Vous êtes présidente d'un parti politique, beaucoup ignorent cela, et c'est toujours mieux de rappeler cela. Mais est-ce que vous êtes encore députée nationale? Je suis encore députée nationale parce que j'ai reçu ce mandat du peuple. C'est le peuple qui m'a envoyé à l'Assemblée nationale. Comme vous dites, j'ai été invalidée le 15 juin 2022, injustement, arbitrairement. Et au moment où je vous parle, je n'ai jamais été notifiée de mon invalidation. Je n'ai jamais reçu une quelconque invitation de l'Assemblée nationale pour me signifier que je ne devrais plus y aller. La dernière fois que j'y étais, c'était le soir du 15 juin 2022 et je n'y suis plus jamais retournée. Donc pour moi, je considère que je suis encore députée nationale, bien que je ne participe pas aux séances plénières. Parce que c'est ça aussi le paradoxe. Vous êtes député, mais depuis la rentrée parlementaire de cette session de septembre, on ne vous a pas vu là-bas. Je ne suis pas partie parce que, vous savez, lorsque les gens ont pris la décision politique de m'invalider, c'était dans le but de me faire mal. C'était dans le but de m'humilier, de me détruire. Comment, dans notre pays tel que vous le connaissez aujourd'hui, moi, je vais aller à l'Assemblée nationale, je vais leur donner l'occasion de m'humilier publiquement. Ils ne vont pas me permettre de siéger. Et donc, pour ma dignité, et je veux juste aussi éviter un scandale inutile. Mais en vérité, je suis encore députée. Et pourtant, ça aurait pu être une bonne occasion comme ça, d'attirer l'attention en tout cas sur ce qui vous arrive. Mon introduction, elle a dit que vous êtes battue contre une tumeur. Heureusement qu'elle n'était pas maligne. Elle n'était pas maligne. Ça allait être une occasion d'attirer le regard des gens, de plus en plus de monde, sur ce que vous êtes en train de traverser. Ça allait être un coup politique, magistral, diront certains. Bon, vous savez, Élisée, excusez-moi, je dois quand même le souligner, c'est pas un manque de modestie. J'ai commencé ma vie professionnelle à la télévision, sous les projecteurs, et après la télévision, je suis entrée en politique sous les projecteurs, j'ai été ministre, je suis députée nationale, donc je suis suffisamment connue. Je n'ai pas besoin d'attirer l'attention sur moi. J'ai besoin d'attirer l'attention sur l'injustice que j'ai subie. Je suis passée dans certains médias pour expliquer ce qui m'est arrivé et j'ai constaté que beaucoup de gens ont suivi parce que même lorsque je passe dans la rue, je suis au supermarché, dans les magasins, il y a des gens qui m'abordent et qui me manifestent leur soutien, leur compassion. Et donc, comme vous le disiez tout à l'heure, tout le monde sait que j'étais malade, que pendant 18 mois, je luttais contre une tumeur qui, vers la fin, m'avait paralysé le bras gauche. Dieu merci, j'ai subi une intervention chirurgicale qui a permis que cette tumeur soit extraite de mon corps. J'ai survécu après avoir passé 2h30 dans la salle d'opération. Et
Dieu a fait grâce, je suis revenue au pays, je suis bien portante, je suis guérie. Le président de l'Assemblée nationale ainsi que tous les membres du bureau savent que j'étais malade parce que toutes les fois où je suis allée me faire soigner à l'étranger, je suis sortie avec des autorisations signées en bonne et due forme par le président de l'Assemblée nationale. Et à 2 reprises, le président de l'Assemblée nationale avait demandé qu'on me rembourse les frais, la moitié des frais médicaux que j'avais eu à dépenser. Et c'est sur base des documents de mes médecins, des attestations médicales, que le président de l'Assemblée avait pris cette décision. Et je ne comprends pas comment on a pu m'invalider en étant conscient que je ne le méritais pas. Et ce qui vous fait dire aujourd'hui que c'est une action purement politique? Ce qui me fait dire et ce qui convainc tout le monde, et même vous, vous avez vu les autorisations de sortie, vous avez vu les attestations médicales, je vous ai même montré les clichés d'échographie, des scanners, je n'ai pas inventé une tumeur, j'ai été opérée à l'hôpital américain de Paris, je n'ai pas inventé cela. Et donc toute personne de bonne foi ne peut que conclure que mon invalidation a été politique et arbitraire. C'est la loi du plus fort, c'est la démocratie du plus fort, je n'y peux rien. Qui peut en vouloir à Marie-Ange Mouchobeko? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tel que vous êtes là, vous êtes journaliste, vous traitez les informations qui peuvent ne pas plaire aux uns et aux autres, vous gardez votre indépendance d'esprit, et en plus de cela, vous êtes une femme qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Cela peut ne pas plaire aux gens, et je ne sais pas qui m'en veut autant, mais j'ai constaté juste que le bureau de l'Assemblée nationale n'a pas encore répondu à tous les courriers que j'ai adressés au président Christophe Mbosso. Au lendemain de mon invalidation, j'avais adressé un courrier au comité des sages de l'Assemblée nationale, donc un recours. Le comité des sages de l'Assemblée nationale m'a reçu, j'ai présenté tous les documents de mes médecins et le 18 juin, j'avais introduit un recours gracieux adressé directement au président de l'Assemblée nationale pour lui demander de corriger si c'était une erreur matérielle. Et à mon retour, j'ai attendu la rentrée parlementaire de septembre. Donc j'ai attendu jusqu'au 30 septembre. Je lui ai encore adressé un courrier de rappel de tous les courriers précédents. Je n'ai toujours pas reçu de réponse. Et je ne m'explique pas cela autrement que par un acharnement politique. Au moment, à l'instant où on fait cette émission, donc vous n'avez toujours pas une réponse de l'Assemblée nationale, pas une notification de votre invalidation, pas non plus un courrier revenant sur une décision quelconque, une décision d'invalidation qui a été prise. C'est le statu quo. C'est le statu quo. Je n'ai reçu aucun courrier répondant au mien, à part celui du comité des sages. Mais le comité des sages n'a pas le pouvoir de me réhabiliter. Et ça disait quoi, le courrier du comité des sages? C'était juste pour m'inviter à me présenter devant les membres du comité des sages, devant le bureau, avec toutes les pièces justificatives, ce qui avait été fait. Mais pour tout le reste, je n'ai jamais reçu de réponse du président de l'Assemblée nationale. Je n'ai jamais reçu de notification qui m'explique pourquoi j'ai été invalidée. Et j'ai demandé plusieurs fois une audience pour rencontrer le président de l'Assemblée nationale. Il n'a jamais voulu me recevoir. On en est là.
Je fréquente, en fait, je couvre quand même l'Assemblée nationale, les différentes plénières de l'Assemblée nationale. Selon certaines informations, il y aurait quand même une commission spéciale qui a été mise sur pied. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Est-ce que vous avez eu vent de cette commission chargée de statuer sur votre cas au niveau de l'Assemblée nationale? Oui, j'ai eu vent de la mise en place de la commission spéciale et temporaire. La même commission, la même composition qui avait statué sur les cas d'absentéisme des députés. Cette commission s'est réunie une seule fois, en 2 semaines, et ne s'est plus jamais réunie. D'ailleurs, elle n'a jamais reçu de notification officielle qui lui explique sa mission et sa durée. Elle ne siège plus et plus personne ne sait nous dire pourquoi elle ne siège plus. Je voudrais corriger quelque chose que vous aviez dit tout à l'heure. Vous avez dit que la commission était chargée d'examiner mon cas. Non, il y a plusieurs députés qui ont été invalidés. Et je pense, je parle de plusieurs. Il y a eu 5 députés qui ont été invalidés. Il y a certains qui ont introduit des recours et d'autres n'ont pas introduit. Donc, je suppose que cette commission est censée examiner tous les recours qui ont été adressés au président de l'Assemblée nationale. Et examiner tout le recours, on se dit quand même que autant de temps, 3 mois presque plus de 3 mois maintenant que vous voulez rentrer dans vos droits, mais vous avez quand même des amis ou des membres du FCC dans cette commission et est-ce qu'il y a un feedback? On vous dit ce qui se passe? Justement, il y a des députés du FCC qui sont censés siéger également au sein de cette commission, mais il n'y a rien qui est dit. Elle ne sait pas ce qu'elle doit faire, quelle est sa mission, quelle est sa durée. Rien n'est clair, rien n'a été clarifié. Donc tout est flou, tout est vague. On dirait qu'il y a une main noire qui est venue encore une fois s'imposer pour empêcher que la fameuse commission puisse statuer sur nos recours. Parce que, comme je vous l'ai dit au début de cette émission, toute personne de bonne foi qui verrait mon dossier dira que j'ai été invalidée de manière injuste et je sera dans l'obligation de me réhabiliter. Est-ce que vous ne vous sentez pas seul? Parce qu'on ne sent pas, il faut qu'on se le dise, moi je regarde droit dans les yeux, peut-être j'en fais partie également, aucune organisation des défenses de droits de femmes ne soutienne Mushobekwa. Au niveau de votre plateforme, on sent comme si ça n'intéressait personne. Vous êtes si seul que ça dans ce combat? Bon, écoutez, moi je ne fais pas partie des organisations féministes. C'est peut-être la raison pour laquelle ces organisations ne se lèvent pas pour me soutenir. Et puis vous savez que c'est un combat politique et dans ces organisations, il y a des femmes de la majorité comme celles de l'opposition. Donc peut-être qu'elles refusent juste de s'immiscer dans un combat politique. Hein. Parfois c'est très dangereux. Et maintenant vous parlez de ma famille politique. Rappelez-vous que lorsque j'ai été invalidée, il y a quand même beaucoup de députés qui sont passés dans les médias pour dénoncer mon invalidation arbitraire et injuste. C'est vrai que depuis la rentrée parlementaire, les députés s'expriment peu par rapport à mon cas. Justement, c'est parce que ceux qui m'ont invalidée auront atteint leur but. C'était d'instaurer la peur et la terreur, c'est-à-dire qui que ce soit va s'exprimer, va s'opposer à cette décision pour être aussi invalidé du jour au lendemain. C'est pour ça que vous avez l'impression que je me bats seule, mais je ne suis pas seule. Vous savez, d'abord j'ai mon Dieu avec moi. Moi, je suis croyante catholique pratiquante. Je crois que Dieu est le seul maître de mon destin.
J'ai ma mère qui me soutient à 1000% et dans la prière avec ses conseils, son amour, son affection. J'ai ma petite famille. Je ne me sens pas seule. Je me bats pour la vérité et la justice et je continuerai à me battre jusqu'au bout. C'est ça la politique. Vous vous battez pour l'instauration, pour être rétabli dans vos droits, mais vous battez contre tout le monde. Je ne me bats pas contre tout le monde. Je me bats contre l'injustice et l'arbitraire. Si vous estimez que ces deux mots représentent tout le monde, cela n'engage que vous. Comment vous dites tout le monde? Est-ce que c'est tout le monde qui m'a invalidé? Vous êtes seul. Je ne me bats contre tous. Contre tous. Qu'est-ce que vous entendez par tous? Le silence de votre famille politique et de certains députés qui pourtant sont conscients de cette injustice. Je ne me bats pas contre ce silence de cette population qui n'arrive pas à suivre Marie-Ange Mouchobekwa dans son combat. Non, je ne me bats pas contre mes collègues parce que je suis consciente que même si les députés ne parlent pas, croyez-moi, en majorité, que ce soit ceux de l'Union sacrée, que ce soit ceux de l'opposition, sont contre ce que j'ai subi. Ils sont contre ce que j'ai subi. Mais seulement pour les raisons que j'ai avancées tout à l'heure, beaucoup préfèrent se taire pour ne pas être invalidés à leur tour, pour ne pas subir la même sanction que moi. Ils ont compris qu'on peut avoir raison et se retrouver sans mandat parce que quelqu'un a piqué une crise de colère ou parce que quelqu'un était de mauvaise humeur. Vous subissez, c'est fini. C'est la démocratie du plus fort maintenant. Vous parlez de la population. La population, je reçois beaucoup de messages sur Twitter et à travers d'autres médias sociaux. Et je vous ai dit que même les vendeuses d'oranges, les mamans qui vendent des légumes que je croise parfois, s'expriment. Mais la population a d'autres problèmes, beaucoup plus importants que le mien. L'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, les prix des denrées alimentaires de première nécessité ne font qu'augmenter, le pouvoir d'achat diminue, il y a l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, il y a le flou par rapport à l'avenir de notre pays. Je ne pense pas que moi, ma petite personne, serait la priorité de la population. Mais une chose est sûre, la majorité silencieuse. Silencieuse. Il y a beaucoup de gens qui me soutiennent en privé et qui ne s'expriment pas en public. Et je ne me sens pas seule parce que je me bats pour la vérité. Je me bats pour mon droit légitime. Je me bats contre l'injustice. Je me bats contre l'arbitraire. Je me bats contre ceux qui veulent imposer la pensée unique à l'Assemblée nationale. Je me bats contre ceux qui veulent écraser tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Même si je suis, vous avez l'impression que je suis seule, mais je ne me sens pas seule. Parce que je sais que j'ai raison. Ce que vous appelez combat, Marie-Ange Mouchobekwa, certains sont en train de dire non mais elle pleurniche un peu trop parce qu'ils sont à 5, mais il y a qu'on entend dans les médias. Bon, peut-être que c'est moi qui ai subi vraiment l'injustice. Chacun sait pourquoi il parle ou ne parle pas. Vous avez vu mon dossier médical. Je n'ai pas examiné les dossiers des autres collègues qu'on a invalidés. Moi, je sais combien j'ai souffert. Vous entendez parler de tumeur de loin. Je ne vous le souhaite pas. Et je ne le souhaite même pas à ceux qui m'ont invalidé. Je ne le souhaite pas à leurs épouses. Je ne le souhaite pas à leurs filles. Je ne le souhaite pas à leur maman. Vous ne savez pas ce que c'est de vivre ce que j'ai vécu. Non seulement physiquement, mais également psychologiquement. Et je m'en suis sortie, c'est l'essentiel, j'ai survécu et c'est le plus important pour moi, de vivre pour moi, de vivre pour
pour mes enfants qui ont énormément besoin de moi, député ou non, ministre ou non, ils ont besoin de leur maman vivante. Je ne pleurniche pas. Je réclame un droit. Je réclame justice. Je veux être réhabilité dans mes droits. Je sais que ceux qui m'ont invalidé, il y a ceux qui se vantent en privé, qui disent « elle va pleurer » à Kolela, à Konguluma, pour dire que je vais également ramper. Je ne vais pas pleurer. Je ne pleure pas devant les gens. Dans ma nature, j'ai été éduquée comme ça. Je ne pleure pas devant les gens. Même si j'ai mal, je vais pleurer dans ma chambre. Ils ne verront pas mes larmes. Ils ne me verront pas en train de ramper comme ils ont dit. Parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de vie ou de mort sur moi. Parce que moi, je suis une enfant de Dieu. Parce que j'ai été sauvée quand j'étais dans la salle d'opération. J'étais seule, sous anesthésie. À 50%, j'avais la chance de survivre. À 50%, j'avais le risque de mourir. Dieu m'a ressuscité. Et je suis là devant vous. C'est lui le seul maître de mon destin. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, parmi ceux qui m'ont fait invalider, qui se sentent tellement forts maintenant, qui se sentent invincibles. Mais ça fait combien d'années? Ça va faire à peu près 26 ans que je suis dans la vie publique. On a vu le président Mobutu partir. Et on a vu ses collaborateurs aller en exil. On a vu le défunt président Laurent Désiré Kabila mourir, paix à son âme. On a vu le président Kabila partir, ainsi que tous ses collaborateurs. C'est-à-dire, à un moment donné, tout pouvoir prend fin. Ceux qui se sentent invincibles aujourd'hui et qui se disent « on va lui faire mal », on va l'écraser. Il y a même ceux qui disent elle va souffrir, la souffrance va la conduire à la mort. Ah bon? C'est méchant, évidemment. C'est méchant, mais ça ne m'atteint pas. Ça ne m'atteint pas, moi je me bats pour la vérité. Je me bats pour la justice. Et s'ils prennent plaisir à faire du mal aux gens, la roue tournera un jour. La roue tournera, Marie-Ange Mouchobekwa, mais aujourd'hui, être député dans ce pays, c'est avoir des émoluments presque insolents, comme je me permets de dire, c'est 21 000 $ par mois. Est-ce que vous vous battez pas là, pour vos avantages aussi, pour ce siège-là, pour les immunités? Parce que certains le disent également, on peut pas continuer un combat sans... Écoutez, c'est aussi ça, certains le disent et le pensent, le croient fermement. Bon, je vais commencer par les immunités. Vous dites que je ne me bats pas pour les immunités. Déjà, je n'ai subi aucune sanction à l'international. Au niveau national, je ne suis pas accusée de crimes de sang. Je ne suis pas accusée des crimes économiques et financiers. Avec ou sans immunité, je suis libre. Je suis libre. Je ne ressens aucune menace sur moi. Je n'ai spolié personne. Je n'ai pas spolié les veuves et les orphelins. Je n'ai pas usé, abusé du pouvoir lorsque j'étais au gouvernement pour faire du mal aux gens. Donc je me promène sans peur. Je me promène libre et la tête haute. Revenons aux émoluments. Non, je ne me bats pas pour les émoluments. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que face à l'injustice, moi je me bats jusqu'au bout. Il y a 7 ans, j'ai subi un drame, une tragédie familiale. J'ai été une veuve maltraitée, persécutée, avec des enfants mineurs. Mais je me suis battue seule. J'ai gagné. J'ai gagné.
en France 3 instances judiciaires. Je suis rentrée en République démocratique du Congo. On m'a attaqué, je me suis battue et j'ai gagné. Je me bats pour la justice, pour la vérité. Évidemment, vous allez me dire que là, c'est sur le terrain politique. Sur le terrain politique, je n'ai pas la prétention d'avoir le même pouvoir que ceux qui me persécutent. Je n'ai pas la signature, je n'ai pas de parapluie. Derrière moi, je suis à l'opposition et je ne suis qu'un simple mortel. Je sais, je suis bien consciente que parmi ceux qui m'ont fait invalider, il y a un d'eux qui peut se lever du jour au lendemain, dire « Allez nous choper cette femme, on va venir ici chez moi, peut-être qu'on va me prendre dans mon lit, en pyjama, en robe de nuit. On peut décider de brûler ma maison, peut-être. On peut décider de m'enlever. Il y a ceux qui m'ont promis qu'après m'avoir arraché mon siège, je ne serai plus couverte par les immunités parlementaires. Ils m'ont promis que si je continue à parler, ils allaient m'envoyer à la prison centrale de Makala et que là-bas, ils me feraient violer pour m'humilier, pour m'enlever l'orgueil, pour m'enlever tout ce que j'ai de plus cher en fait. C'est ça le viol. Je suis consciente qu'ils peuvent le faire. Parce qu'ils ont le pouvoir. C'est la démocratie du plus fort. Elle est la meilleure aujourd'hui. Moi, je n'ai que ma bouche pour parler. Je n'ai que les papiers du médecin pour me justifier. Je n'ai que les autorisations de sortie signées par le président Mbosso pour réclamer justice. Je sais que ça ne dépend que de la volonté des uns et des autres. Je suis consciente qu'ils peuvent décider de me réhabiliter ou non. Mais au moins, l'opinion publique connaît la vérité. Mes électeurs connaissent la vérité. Et cette vidéo, nous avons la chance qu'aujourd'hui, tout peut rester sur Internet et que mes enfants, quand ils seront grands, retiendront que leur maman s'est battue pour la justice et la vérité. Et si jamais ceux qui sont forts décidaient de me causer du tort, cette vidéo pourra servir à mes enfants pour réclamer justice. Réclamer justice, oui, mais là vous dites que vous vous battez pas seulement pour votre siège actuel. Est-ce que vous avez peur pour les élections à venir, par exemple? Peur de ne peut-être plus être ou pas être réélu parce que vous risquez de partir avec ce fardeau d'une députée invalidée pour absentéisme? Moi, au fond, c'est là ma crainte. J'ai déjà lavé mon nom. Beaucoup de gens, en tout cas plus de 90%, même ceux de l'Union sacrée savent que j'ai raison. La crainte par rapport aux élections à venir, c'est que ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour d'autres personnes. Si des hauts responsables politiques de ce pays, qui sont censés défendre la justice, défendre les faibles, se battre pour la stabilité de nos institutions, se battre pour la cohésion nationale, se battre pour l'unité nationale, sont capables d'invalider une pauvre dame, sachant pourtant que je suis détentrice de toutes les autorisations de sortie, sanctionnée d'ailleurs par le tampon de la DGM, et que les attestations médicales de mes médecins prouvent que j'étais réellement malade. Si
si malgré tout cela, ils ont pu m'invalider à cause des sauts d'humeur, peut-être. Devant les urnes, où les témoins n'auront pas accès aux procès-verbaux contresignés par tous les témoins des candidats. Ils vont décider. Tel passe, tel ne passe pas, que vous ayez obtenu 500 000 voix, ou non, et quelqu'un d'autre a obtenu 500, ben vous ne serez pas proclamé élu. J'en suis bien consciente, ça ne concerne pas que moi, c'est ce qui va se passer. Au regard de ce que je vis aujourd'hui, je me dis c'est ce qui va se passer. Je ne me fais pas d'illusions. Je ne me fais pas d'illusions. Est-ce que vous dites déjà, ben, ça ne sert à rien, bon, c'est peut-être trop pour en parler. Je n'ai pas dit ça ne sert à rien. Non, je dis ça ne sert à rien d'être candidat au regard peut-être de ce qui risque d'arriver. Je ne l'ai pas dit. D'accord, mais vous ne refusez. J'ai exprimé une crainte. Pas pour moi, c'est pour tout le monde. Pour tous les candidats. Mais ça ne remet pas en cause votre volonté d'aller, en tout cas de participer au prochain scrutin législatif dans notre pays. Vous connaissez la position du FCC. Vous avez dit que je suis au cadre du FCC. Je suis membre de la cellule de crise. Je n'ai pas quitté ma famille politique. Je n'ai pas quitté Joseph Kabila. Vous connaissez notre position. Pour nous, nous ne reconnaissons pas cette CENI parce que ceux qui se réclament de l'opposition du FCC n'ont pas été mandatés par le FCC. Nous recusons la Cour constitutionnelle et nous recusons la loi électorale. C'est ce franc-parler qui vous pose le problème, hein, Marie-Ange Mouchobeko. C'est aussi ça, peut-être. Vous le dites avec une certaine sérénité, un certain calme. Bon, ça vous pose également de problèmes. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre un peu d'eau dans votre vin et dire... Est-ce que vous m'avez déjà entendu, moi, toutes les fois où vous m'avez interviewé, même avant que je ne sois au gouvernement, est-ce que j'ai insulté quelqu'un? Non. Est-ce que j'ai dénigré quelqu'un? Non. Lorsqu'on dit la vérité, qu'y a-t-il de mal à cela? Le président de la République, Félix Tshisekedi, j'ai suivi plusieurs fois, il a dit que toute démocratie avait besoin d'une opposition. Je fais partie de l'opposition. Nous ne faisons pas, en tout cas moi, je ne fais pas l'opposition méchante. Je critique et je fais des propositions. Dans une démocratie, tout le monde ne peut pas penser de la même manière. Est-ce qu'ils ont besoin que tout le monde leur dise que tout va bien? Que tel est le plus beau, tel est le plus fort, tel est le meilleur? Non, c'est pas ça une démocratie. Même Dieu qui nous a créés ne fait pas l'unanimité. Il existe des athées dans ce monde. Il existe également des serviteurs de Satan. En Occident, il y a ceux qui vont célébrer Satan dans les temples de Satan. Alors pourquoi le fait que je dise la vérité, que je dise ce que je pense poliment, et avec courtoisie les dérange? La vérité, c'est parce que je suis une femme. Je souligne parce que je suis une femme. Parce qu'en majorité, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils ne voient pas une collègue, ils ne voient pas un adversaire politique, ils voient une femme. Ils se disent quoi? Ma femme ne peut pas me contredire, ma femme ne peut pas me parler comme ça. Pourquoi elle se permet? Je ne suis pas leur femme. Femme, je ne le suis qu'ici chez moi, maman et épouse. Ils ne supportent pas que moi, femme, je pense différemment. Ils ne supportent pas
que je n'accepte pas qu'on me marche sur les pieds. Ils n'acceptent pas peut-être mon indépendance d'esprit. Je compte sur l'implication personnelle du président de la République, qui a été couronné à l'international, champion de la masculinité positive. On va nous parler de la séparation des pouvoirs, mais c'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions. Et je vais rappeler qu'en 2019, il avait déjà prêté serment. Il a suivi les députés, certains députés qui passaient la nuit dans la cour, dans l'enceinte de la Cour constitutionnelle. Il a dû convoquer le président de la Cour constitutionnelle pour lui demander d'éviter que des injustices soient commises. Il peut le faire encore aujourd'hui. Je viens de me rappeler qu'il y a des gens, parmi ceux qui m'ont invalidé, qui disent de toute façon, en 2013, l'AMP, l'ancienne majorité présidentielle, avait également invalidé certains députés nationaux de l'opposition, notamment de l'UDPS, dont l'actuel président. Vous me donnez l'occasion de leur répondre. En 2013, je ne faisais pas partie de l'AMP. Je faisais partie de l'opposition de l'époque. Et de deux, ceux qui les ont invalidés sont à l'Assemblée nationale. Je n'en fais pas partie. 3, j'ai échangé personnellement avec l'ancien président de l'Assemblée nationale qui m'a expliqué que dans ce contexte-là, certes qu'il y a eu des députés qui avaient été invalidés, mais il y a 2 autres qui étaient visés également par cette sanction, mais qui avaient présenté leurs attestations médicales. Il s'agissait de l'honorable Mutanda et de l'honorable Eugénie Chika, la défunte tante du président de la République. Les 2 là, ayant présenté leurs attestations médicales comme moi aujourd'hui, le bureau de l'Assemblée nationale de l'époque, présidé par Robert Minaku, avait décidé de les réintégrer, de les réhabiliter au sein de l'Assemblée nationale. Lorsque ces gens parlent comme ça, j'ai compris que c'est une vengeance. Si c'est une vengeance, je ne suis pas la bonne cible. Est-ce que le président de la République, Félix Tshisekedi, leur a demandé de le venger? Je doute fort. Est-ce que ce sont eux-mêmes qui ont décidé de le venger par souci de se faire bien voir? Je n'ai rien fait. La vérité, si je mens, parce que je ne m'explique pas comment le même président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, qui a été très sensible au courant de toute ma maladie avant mon opération, a pu changer du jour au lendemain et il savait que j'allais me faire opérer. Est-ce que dans son entourage, il y a des gens qui voulaient me voir mourir parce qu'ils savaient que j'allais me faire opérer? Est-ce qu'il y a des gens qui voulaient me voir mourir? C'est possible. Mais je ne peux pas comprendre que la politique puisse pousser des gens à une telle méchanceté. Évidemment, j'apprends, j'écrirai dans mes mémoires, mais je ne peux pas comprendre. Et malgré tout ce qu'ils m'ont fait, moi je ne les déteste pas comme eux me détestent. Je n'ai pas de haine. On va terminer, vous n'avez pas de haine, mais on se dit actuellement, au compte aller, jusqu'où comptez-vous aller? Est-ce que vous avez épuisé tous les moyens de recours?
Est-ce que vous avez d'autres moyens que vous comptez utiliser pour rentrer dans vos droits? Vous savez, je vous ai dit que le pouvoir leur appartient. Où est-ce que j'irai? Où ils ne sont pas, où il n'y a pas leur ombre, où ils ne vont pas donner des injonctions. Ma réhabilitation ne dépend que d'une volonté politique, parce que mon invalidation a été politique. J'irai où? Si c'est seulement en République démocratique du Congo, ça ne dépend que d'eux. Où que j'aille, sauf dans une tombe, ils ne viendront pas avec moi. Et je confesse que je mourrai le plus tard possible. Je verrai mes arrière-petits-enfants. Donc jusque-là, vous vous limitez aux différents recours, ou vous vous limitez maintenant à la réponse de l'Assemblée, du bureau de l'Assemblée? J'attends, je crois en la bonne foi du président de l'Assemblée nationale. Je continue à y croire. Cette session va prendre fin le 15 décembre prochain. Je continue à croire en sa bonne foi. Je continue à croire que c'est toujours la même personne qui m'a soutenue, qui m'a exprimé sa compassion durant toute ma maladie. Je continue à croire qu'il n'a pas changé. Et je continue à croire que la raison prendra toujours le dessus sur l'émotion. Je continue à croire que la vérité prendra le dessus sur le mensonge, que le bien prendra le dessus sur le mal et que la démocratie va triompher. On ne peut pas prêcher la cohésion nationale, l'unité nationale, demander à toute l'opposition de se mobiliser et en même temps écraser, détruire toutes les voix discordantes. Moi, je ne leur ai rien fait. Ils disent que elle se prend pour qui? Elle n'a même pas de base. Elle n'a pas de poids politique. Mais si je ne suis qu'un poids mouche, pourquoi je leur fais peur? Pourquoi je leur empêche de dormir? Pourquoi ma tête les dérange? Si je ne vaux rien. Pourquoi? Mais qu'ils me laissent là, moi marginal. Qu'ils me rendent mon siège. Qu'ils vous rendent votre siège. On va très bientôt terminer cette émission. On a voulu vous écouter. C'est vrai qu'on a eu à le faire dans d'autres émissions dans le cadre, moi personnellement je vous ai suivi. Vous avez parlé tout à l'heure de ces 5 ans de vos solos, mais on voulait également savoir l'évolution, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce que vous comptez faire, et merci de nous accorder ce temps ici chez vous. Rapidement, on parle de cette maladie. Vous avez souffert de la tumeur, vous en êtes sorti beaucoup plus forte. On sort d'Octobre Rose, on parle de cancer, surtout de sein. Un petit mot à ces femmes par rapport à cette maladie qui ravage quand même 2 milliers de femmes. C'est vrai que votre tumeur, elle était maligne, elle n'était pas maligne, elle était bénigne. Mais il y a pour d'autres. Mais quand même suffisamment grande. Voilà. Et un message à ces femmes-là, parce que je crois que la sensibilisation, elle doit être, surtout si elle vient de quelqu'un qui a vraiment, j'allais dire, vécu cette maladie dans sa chair. Je voudrais d'abord souligner, beaucoup de téléspectateurs qui ont suivi Télé 50 pensaient que j'avais un cancer. Je n'ai pas de cancer. Et toute tumeur n'est pas forcément un cancer. J'avais une tumeur bénigne qui était malheureusement placée à un endroit très 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 sensible, pas loin du cœur et pas loin au bas du sein, à côté du cœur, et qui commençait à me paralyser, qui compressait certains nerfs et qui commençait à me paralyser le bras gauche. Je m'en suis sortie grâce à Dieu, parce que l'hôpital où j'étais en France, j'ai vu beaucoup de femmes sans sourcils, sans cheveux, sans cils, beaucoup de femmes qui souffraient, qui étaient dans le couloir de la mort. Moi, je m'en suis sortie et je remercie le Seigneur. Ce que je peux demander aux femmes, d'ailleurs même au gouvernement, d'en faire un problème de santé publique, parce que le cancer du sein fait partie des causes de mortalité
des principales causes de mortalité des femmes après l'accouchement. Alors, je disais que j'invite les jeunes filles et les femmes à se faire dépister, aller au moins une fois l'an, voir le gynécologue, à travers une échographie, une mammographie, on saurait facilement détecter une tumeur. Et plus tôt elle sera détectée, et mieux ça sera, parce qu'il y aura possibilité d'être soigné et d'être sauvé. Une autre possibilité, c'est l'autopalpation. Mais l'autopalpation peut conduire à l'erreur également, parce que moi je faisais l'autopalpation, mais je n'ai jamais senti cette tumeur. C'est grâce, je le dirais comme ça, grâce au Covid que j'ai pu faire un scanner et qu'on a pu détecter la tumeur. Donc j'invite toutes les jeunes filles au-delà de 25 ans et toutes les femmes à se faire dépister. Et au gouvernement de sensibiliser suffisamment. Je parle du ministère de la Santé, du ministère du genre, femmes, famille et enfants. Mais également, j'invite le gouvernement à équiper nos hôpitaux, les hôpitaux publics, mais également privés. Parce que au moment où moi, on a détecté ma tumeur, il n'y avait aucun hôpital ici qui pouvait me faire une biopsie. Une biopsie. C'est un geste banal, mais il n'y avait aucun hôpital qui avait la capacité de le faire en ce moment-là. Je ne sais pas si maintenant c'est possible. Il faut équiper nos hôpitaux. Nous avons des très bons médecins, parce qu'il y a eu des bons médecins qui se sont occupés de moi ici, mais faute d'équipement, ils ne pouvaient pas faire plus que ce qu'ils n'ont fait. Aux femmes qui souffrent déjà du cancer du sein, toute ma compassion. Je sais que les médecins soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Et je leur souhaite vraiment la guérison, parce que je pense que le pire qui arriverait à un enfant, c'est de perdre sa maman. J'ai fait face à une menace de mort, parce que j'étais vraiment dans le couloir aussi de la mort avant mon opération. Et je peux vous dire que c'est pas la mort qui me faisait peur. C'est à qui je vais laisser mes enfants, mineurs d'âge, qui va s'en occuper, comment ils vont survivre sans moi, en devenant totalement orphelin. Dieu a permis que je puisse survivre et que ceux qui m'ont invalidée dans le but de me voir morte dans un cercueil n'ont pas eu gain de cause. Je suis là. C'est encore possible de corriger les choses. Seule la mort ne se corrige pas. Je pense que toute erreur humaine peut être corrigée et il n'y a pas d'humiliation à reconnaître ses erreurs et à dire que nous avons commis une erreur. Nous ne savions pas que Madame Moshobekwa Marie-Ange avait autant de pièces justificatives et que maintenant nous décidons de la faire, de lui rendre justice et de la réhabiliter. Je sais que mes collègues députés de l'Union sacrée, de l'opposition, dans leur majorité, sont avec moi, me soutiennent et ne sont pas d'accord avec ce qui m'est arrivé, même s'ils ne parlent pas. Et je les remercie. Ils se reconnaîtront, tous ceux avec qui j'échange. Et je les remercie. Je dis simplement, aujourd'hui c'est moi, demain ça pourrait être quelqu'un d'autre. Lorsqu'on accepte une injustice, on ferme les yeux, on dit que ça n'arrive qu'aux autres. On ne sait pas ce qui pourrait arriver aux autres demain. Merci d'avoir répondu. Je crois que c'est vraiment votre mot de la fin. On va terminer par ces mots adressés à vos collègues députés, parce que vous continuez à revendiquer votre siège, à vous considérer comme tel, député national. Merci en tout cas de nous avoir ouvert encore une fois les portes de votre maison pour échanger autour de cette question. J'espère qu'on aura l'occasion de vous retrouver. Cette fois-ci, on abordera peut-être d'autres sujets d'actualité avec cette situation sécuritaire
d'insécurité dans la partie est du pays. Je peux placer un mot? Juste un mot, 1 minute, parce que c'est vraiment l'actualité et surtout qu'il y a quand même beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants jetés dans la rue. Oui. Un mot par rapport à ça. Justement, je voulais exprimer toute ma compassion à mes frères et sœurs du Nord Kivu et du Sud Kivu également, qui subissent la guerre depuis plus de 25 ans. Je suis très triste de voir autant de femmes dans la rue avec des enfants, sans toit, sans nourriture, sans eau, qui ne savent pas ce que sera demain. Vous savez que le viol est devenu une arme de guerre à travers le monde et surtout en République démocratique du Congo. J'espère vraiment que la communauté internationale va s'impliquer pour que cette guerre puisse cesser, que notre pays puisse recouvrer la paix. Nous avons le droit de vivre en paix et de jouir des richesses de notre pays et que tous les autres pays puissent respecter notre intégrité territoriale. Il y a moyen de vivre en paix, dans le respect mutuel et dans le respect de la souveraineté de chaque pays. Merci. Merci à vous, Marie-Ange Mouchir-Bekwa, d'avoir répondu à notre invitation. Merci aux téléspectateurs de plus en plus nombreux à nous suivre dans le cadre de cette émission Dites-nous la vérité. On se dit au revoir et à très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission. En attendant, prenez soin de vous.